le pouvoir des émotions. La gestion des émotions est un impératif clé dans les entreprises. L'émotion, c'est difficile à gérer. Daniel Goleman, dans l'un de ses livres, nous raconte cette histoire qui est assez amusante. Bill Gates est hors de lui. Il a les yeux exorbités et ses énormes lunettes sont de guingois. Il est écarlate. Il postillonne. Il se trouve dans une petite salle de conférence bondée sur le campus de Microsoft avec 20 jeunes recrues de l'entreprise rassemblés autour d'une table oblongue. Ceux qui osent le regarder en face ont l'air terrorisés par leur président. Une odeur aigre de transpiration remplit la pièce, l'odeur de la peur. C'est ainsi que Daniel Goleman relate un épisode qui n'est pas forcément à l'honneur du patron de Microsoft. Mais il poursuit en montrant que l'équipe en face de lui perd complètement ses moyens devant le prestige du patron, son charisme, son autorité indubitable. Tout le monde, sauf une personne, une jeune femme, sino-américaine, qui ne semble pas intimidée, qui parle d'une voix douce et ose le regarder dans les yeux sans agressivité. Par 2 fois, dit-il, elle l'interrompt pour lui répondre d'un ton calme. La 2e fois, il l'écoute en silence et lui jette un regard pensif. Soudain, sa colère se dissipe et il lui lance « Très bien, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. » Sur ces mots, il met fin à la réunion. On voit par là l'incroyable pouvoir de l'émotion. Une émotion qui plonge les autres dans la contrainte, c'est la colère de Bill Gates par rapport aux salariés. Mais c'est aussi le pouvoir de l'émotion, le pouvoir du calme, le pouvoir de la maîtrise d'une jeune femme qui ne se laisse pas décontenancer par l'attitude de Bill Gates. On le voit, la passion est dans cette réciprocité extrêmement intéressante. On voit facilement que Bill Gates transmet sa colère qui se transforme en peur chez les autres. Et en même temps, cette jeune femme transmet un calme, une maîtrise par son attitude. Il y a un pouvoir, et ce pouvoir-là est aussi le pouvoir de la mimésis, l'effet mimétique. Les passions, nous dit Aristote, nous touchent, elles nous modifient, notre corps tremble, on rougit, la colère réchauffe, la respiration s'accélère, le rythme cardiaque aussi s'accélère. C'est une expérience corporelle naturelle. C'est la première chose que l'on peut dire de la passion, c'est que la passion et les émotions sont quelque chose d'extrêmement corporel. Nos sentiments sont ancrés dans notre corps, nos émotions se voient. Mais il y a également un facteur culturel. Et on peut le voir parce que on sait par exemple qu'en Europe du Nord, l'expression des émotions est plus discrète que dans le Sud. Ou encore, certaines cultures orientales imposent une attitude imperturbable, même dans des situations d'une très grande intensité émotionnelle. Il faut reconnaître que la domination rigide de ces émotions peut également devenir très dangereuse. On implose littéralement, intérieurement. L'indifférence extérieure demande en réalité une immense énergie de contrôle. Donc, il y a ces 2 choses dans l'émotion. L'émotion est naturelle, elle est inscrite dans notre corps, mais elle est également culturelle, elle se manifeste, elle est formatée par des processus, par une éducation qui la rend soit rigide, soit forte, qui permet l'émotion de s'exprimer ou qui interdit à l'émotion de s'exprimer. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est toujours important à remarquer, à comprendre dans l'émotion, c'est que l'émotion est dans une certaine autonomie par rapport à notre conscience, à notre réflexion. Entre la surmaîtrise ou l'émotion surjouée, il y a cette émotion authentique qui apporte quelque chose dans l'expression et dans la communication. Il y a un mot qui est extrêmement intéressant chez Aristote, qui note dans sa rhétorique que l'auditeur se laisse immanquablement gagner par une émotion mise en œuvre par l'orateur, même si ce dernier parle pour ne rien dire. C'est vous dire que grâce simplement à la parole, à l'émotion qui est intégrée à la parole, les hommes et les femmes qui écoutent sont modifiés, même si le contenu n'est pas apparent. Il y a donc une certaine autonomie de l'émotion
Et c'est en ce sens-là que l'émotion n'est pas complètement maîtrisable par la raison. Alors, on peut se dire, alors bien sûr, l'émotion est une force, mais l'émotion peut donc être utilisée par les entreprises pour faire en sorte que les salariés travaillent mieux, que les commerciaux vendent davantage. L'intelligence émotionnelle, dit David Goldman, peut être précisément un facteur de performance supplémentaire. On peut donc utiliser cette émotion et l'utiliser dans le sens d'un plus grand profit ou d'une plus grande qualité. Cette approche volontariste de l'émotion n'est pas du goût d'Aristote. Pour lui, l'homme convaincant n'est pas forcément un homme intéressé. Il est premièrement digne de foi. Il agit dans un souci de justice et non, comme il le dit lui-même, pour son avantage personnel. L'émotion n'est pas pour la performance, mais il peut y avoir des émotions qui soient parfaitement conjuguées avec une performance. Un commercial qui vend son produit parce qu'il y croit, qui y met l'émotion, la juste émotion, qui permet à celui qui l'écoute de percevoir son authenticité, est effectivement un argument supplémentaire. Alors, quelles sont les passions, quelles sont les émotions les plus vives dans l'entreprise? On parle souvent de l'appât du gain, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir, des honneurs, de la réussite, etc., etc. Il faut bien voir une chose, c'est que le gain, la cupidité, l'ambition, le pouvoir, tout cela peut se retourner contre soi s'il n'est pas tempéré, si ces passions, si ces émotions ne sont pas tempérées. Aristote est pour un juste milieu. La richesse est un bien. L'ambition est une bonne chose parce qu'elle permet de servir de grands projets. Le pouvoir est une bonne chose à partir du moment où il est au service du bien commun. Tout cela est bon à partir du moment où c'est tempéré par une approche raisonnable. Il s'agit de viser le juste milieu, de refuser l'hypocrisie de ceux qui réduisent la richesse au néant, et de refuser également l'addiction de ceux qui font de la richesse ou du pouvoir le tout de leur vie. Considérer la tempérance comme une médiété est une éloge de la nuance. Pour Aristote, l'homme tempérant est aux antipodes de la vulgarité voluptueuse, mais aussi de cette forme de dureté que prend la rigidité de l'homme insensible. Cet entre-deux est le signe d'une vie supérieure, d'une excellence qui refuse les extrêmes. La tempérance ne consiste pas à cacher ses émotions pour en tirer un pouvoir. Il y a dans la philosophie d'Aristote une place pour la vulnérabilité. Cette vulnérabilité n'est pas considérée comme une faiblesse, mais comme une volonté de ne pas dissimuler la vérité de nos sentiments par réserve ou par timidité. Encore une fois, celui qui montre sa compétence, qui le fait avec art et sensibilité, ajoute par son émotion quelque chose à son savoir-faire. Les trois attitudes principales que l'on peut définir concernant nos émotions et nos passions, eh bien, Aristote en fait une analyse extrêmement intéressante. Il ne s'agit pas de subir nos émotions comme l'intempérant qui ne peut pas résister à ses passions. Il ne s'agit pas non plus de les contrôler, de les utiliser d'une façon utilitariste, comme celui qui cherche son avantage et seulement son avantage à travers son management. Pour Aristote, il s'agit de maîtriser ses émotions par l'exercice et la pratique de la toute première sagesse qui consiste à tempérer son émotion pour rendre les relations entre les personnes plus libres et finalement plus humaines.